Bonsoir à tous. Donc Simon Dienne, et rapidement pour vite fait me présenter, donc ingénieur XTIA depuis un peu plus d'1 an maintenant et donc ingénieur en cybersécurité. On commence donc tout de suite donc par comment sécuriser votre ordinateur. Et ça, on va le voir en donc 4 points. Utiliser un antivirus, séparer administrateur et utilisateur, chiffrer votre disque et sauvegarder vos données. Donc on commence par l'antivirus. Donc pourquoi aujourd'hui utiliser un antivirus? En fait, c'est un antivirus aujourd'hui, donc ça vous permet donc de vous protéger contre tout ce qui est malware, ou en français donc des logiciels malveillants qui auraient pour intention donc soit de vous voler de la donnée, soit de nuire à votre ordinateur, le crash, le mettre en panne, quoi, des choses comme ça. Donc un antivirus, que ça va permettre notamment donc de vous protéger contre ça, donc en détectant avant même de les télécharger les antivirus. Donc il va faire une analyse sur ce que vous téléchargez et il va pouvoir identifier dans sa base de données à lui, de l'antivirus, si ce que vous téléchargez est un virus ou non. Dans le cas où ça passerait à cette analyse, l'antivirus va ensuite aussi analyser toute l'activité qui se passe sur votre ordinateur. Donc il va en fait regarder tous les services, les processus, les programmes qui tournent sur votre ordinateur, et il va pouvoir notamment, il va analyser ça, et de temps en temps il va voir qu'il y a des activités un peu bizarres ou des comportements un peu suspects de la part de certains programmes. Et ça, il va pouvoir l'identifier et vous alerter en vous disant attention, tel programme est suspect, on le met en quarantaine, il faudra y retourner pour voir pourquoi est-ce qu'il fait ça. Est-ce qu'il est légitime à être sur votre ordinateur? Donc avec un antivirus aussi, vous savez que vous pouvez donc trouver des virus et donc les supprimer. Donc lorsque vous faites des scans sur votre ordinateur pour des virus qui seraient peut-être passés à la trappe d'avant ou même après, si vous avez changé d'antivirus ou quoi que ce soit, et que votre ordinateur est un peu vieux aussi, si vous avez jamais eu d'antivirus avant, ça peut être l'occasion aussi du coup de faire un scan complet afin de voir ce qui est installé sur votre ordinateur. Et enfin, donc plus que pourquoi utiliser un virus, mais une bonne pratique, c'est ne surtout pas utiliser en fait 2 antivirus, ou même plusieurs antivirus tout simplement. Car en fait, si vous avez 2 antivirus qui fonctionnent en même temps, vu qu'ils ont tous les 2 en fait des privilèges assez importants, ils peuvent rentrer en conflit. Et peut-être même voir pour certains identifier l'autre antivirus comme un potentiel virus, parce qu'il va faire en fait des activités sur votre PC qui peuvent être potentiellement suspectes, vu qu'il va scanner ce qui se passe dessus, il va analyser tout ça, et ça peut être bizarre en fait pour l'antivirus de voir des comportements comme ça. Donc je vous conseille fortement d'avoir un antivirus déjà d'une, et de surtout n'en utiliser qu'un. Alors je vais pas vous faire un grand comparatif des solutions qui existent aujourd'hui, je vous en ai mis quelques-unes en dessous. Donc Avast, Avira, Defender, là il y en a tout un tas, des gratuites et des payantes. Si vous êtes sur Windows, à la limite, je peux vous conseiller, si vraiment vous savez pas trop quoi installer, gardez la solution par défaut de Windows, qui est pas trop mal normalement, de Defender. Donc je peux vous conseiller celle-là. Et pour ceux qui sont sur Mac et Linux, il y a aussi des solutions qui existent, qui sont pas trop mal. Après, vous choisissez en fonction de ce qui vous plaît le plus et aussi de votre budget. On va passer maintenant au deuxième point. Donc la séparation donc, des comptes administrateurs-utilisateurs. Alors vous pouvez poser la question, pourquoi avoir 2 comptes? En fait, tout simplement, ce qu'il faut déjà se dire, c'est qu'aujourd'hui, à peu près 90%, je dirais même peut-être même plus, des ordinateurs ou des ordinateurs que vous possédez ont la plupart du temps qu'un seul compte, et c'est un compte administrateur. Pourquoi? Parce que par défaut, c'est comme ça, lorsque vous initialisez la première fois votre machine, vous créez votre compte et tout ça, vous ne créez qu'un seul compte, un compte administrateur, sauf si vraiment vous faites la démarche de créer 2 comptes. Et en général, la plupart du temps, vous avez qu'un seul compte. Ce compte est très bien pour vos tâches quotidiennes, ça vous permet d'installer vos programmes, faire vos modifications sur votre ordinateur et utiliser votre ordinateur de manière classique. Le problème de ça, c'est que vous pouvez faire des erreurs déjà dans ce que vous installez ou ce que vous modifiez sur votre ordinateur, et ça peut aussi vous exposer à certains virus. Parce que notamment les virus utilisent la plupart du temps aussi des privilèges administrateurs. Donc ils vont, si vous installez un virus par mégarde et que vous êtes avec un compte administrateur, le virus va pouvoir accéder à des ressources de votre ordinateur qui sont normalement accessibles qu'à un administrateur ou un utilisateur avec des hauts privilèges. Et ce qui, du coup, peut causer la panne complète de votre ordinateur ou l'accès à des données que vous ne voudriez pas. Et donc, ce que je vous conseille très fortement, c'est très facile à faire, que ce soit sur Windows, Linux ou Mac,
c'est donc du coup de créer un deuxième utilisateur, si c'est pas déjà le cas, avec des droits classiques. Vous pourrez continuer d'utiliser votre ordinateur normalement, ce qui est déjà normalement le cas, par exemple, si vous avez un ordinateur professionnel, vous êtes aujourd'hui en tant qu'utilisateur classique. Donc vous pouvez faire tout ce que vous avez besoin, sauf installer des programmes ou modifier des paramètres sensibles de l'ordinateur. Donc c'est déjà ça. Et donc, pourquoi avoir de compte? Donc ça vous permettra donc de vous protéger des virus, protéger l'intégrité de votre ordinateur. Donc en fait, le fait que l'ordinateur ne sera pas modifié, et donc vous protéger de certains virus. Et ça, c'est quelque chose de très facile à faire et que je vous conseille à faire assez vite si c'est pas déjà le cas. Ensuite, on va parler donc, troisième point, de chiffrement de votre disque. Et donc, pourquoi chiffrer votre disque? Donc c'est très simple. Chiffrer votre disque, ça en fait, ça vous permet de vous protéger notamment si jamais on vous vole votre ordinateur. Alors là, je parle plutôt d'un ordinateur portable. Si on vole votre ordinateur portable, on ne pourra pas accéder, du moins facilement, à toutes les données qui sont hébergées sur votre ordinateur. De plus, même si on venait par exemple à voler votre ordinateur à la maison ou quoi que ce soit, avec des données dessus, un hacker ne pourrait pas facilement accéder à vos données. Parce qu'en fait, ce que peuvent faire les hackers notamment, et surtout faites très attention aussi si vous revendez des disques sur Internet, c'est que les hackers peuvent très facilement, si les disques ne sont pas chiffrés, utiliser le disque et le monter comme une clé USB ou un disque dur externe, et peuvent très facilement accéder à vos données si vous n'avez pas chiffré le disque, et ce, sans avoir besoin de connaître votre login et mot de passe Windows, Mac ou Linux. Donc c'est très important de faire ça. Il y a quelques solutions qui aujourd'hui existent pour ça. C'est notamment BitLocker sur Windows, qui est très très répandu, notamment du côté entreprise. Il me semble que c'est payant. Je vous avoue que j'ai pas non plus tout à fait fouillé à fond là-dedans pour trouver toutes les solutions qui existaient, mais BitLocker en est une que je connais. Donc voilà, pour Windows. Concernant macOS, donc vous avez FileVault, donc qui est présent par défaut et activé normalement par défaut. Et côté, si ça vous intéresse, côté Linux, normalement vous avez aussi des paramètres. Il me semble que vous pouvez chiffrer votre disque via Lux, le protocole de chiffrement Lux. Et ça, c'est pareil, c'est proposé donc lors de l'installation du système. Voilà. On va passer donc au dernier point de cette première partie, qui est donc sauvegarder vos données, ou plus communément aussi ce qu'on peut dire faire des backups. Donc pourquoi sauvegarder vos données? C'est assez simple et ça peut être très pratique, surtout en ce moment. De nos jours, les ransomware et malware sont de plus en plus présents sur Internet. Qui dit ransomware dit que toutes vos données vont être chiffrées et impossibles à récupérer, sauf si évidemment vous essayez de payer la rançon, et si le hacker est très gentil, il vous donne la clé de déchiffrement et vous pouvez récupérer vos données. Si vous faites des backups, à minima de vos données les plus importantes, pas forcément même de faire une copie complète de votre système, ça peut vous permettre de vous protéger de ça et de pouvoir l'esprit tranquille complètement reformater votre machine et récupérer vos données les plus importantes. Et donc ça vous permet aussi d'éviter donc de perdre toutes vos données en cas de panne pure et simple de votre machine. Et donc là, pour le coup, il y a plein de solutions qui existent. Alors en solution donc purement matérielle et logicielle, tout simplement stocker vos données sur un disque dur externe, vos photos, vos dossiers, vos fichiers les plus importants. Vous pouvez aussi, si vous avez à la maison un NAS, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un mini serveur en gros qui permet de stocker des données en réseau. Donc en gros, vous avez un petit PC dans lequel vous pouvez mettre des disques durs et stocker beaucoup de données dessus. Et la plupart du temps, les solutions NAS proposent des solutions de backup, ou en tout cas pour très facilement stocker des données dessus en réseau. Ça peut être une bonne solution. Vous pouvez aussi héberger faire des backups sur le cloud. Alors là, par contre, je vous conseillerais peut-être pas de faire un backup complet de votre machine, mais peut-être plutôt les données les plus importantes et surtout de les chiffrer. Parce que les hébergeurs cloud sont pas forcément les personnes auxquelles vous pouvez faire le plus confiance, surtout si vous hébergez toutes vos données sur Google ou du Microsoft. Donc je vous conseillerais de fortement les chiffrer, comme ça au moins vous êtes sûr que vous avez des données en backup et qu'elles ne seront pas accessibles par l'hébergeur.
Côté macOS, du coup, donc vous avez la solution Time Machine, donc, qui est tout simplement juste une solution par défaut installée sur votre PC qui vous permet de sélectionner les dossiers que vous voulez sauvegarder. Et sur Linux, pour ceux que ça intéresse, il y a aussi la solution Time Shift, qui permet globalement de faire la même chose. Vous sélectionnez les dossiers qui vous intéressent et vous les sauvegardez ailleurs. Voilà pour la première partie. On va passer maintenant donc à la partie sécurisation de vos communications. Alors, dans cette partie, on va aborder donc 4 thèmes différents, encore une fois. Donc les VPN, donc ce que c'est et quand les utiliser. On va voir aussi donc quelques solutions d'email sécurisés et aussi comment chiffrer et sécuriser vos emails. Je vous présenterai aussi quelques messageries chiffrées et pourquoi les utiliser. Et on terminera enfin par une solution. Je vous présenterai brièvement ce qui est Tor. Donc je vous présenterai un peu ce qu'est Tor et ses avantages et ses inconvénients aussi. Alors un VPN, donc une partie très importante que je voulais bien vous présenter ce soir. Donc déjà commencer par qu'est-ce qu'un VPN, ce qui n'est pas toujours très clair pour tout le monde, où les gens se font des idées qui ne sont pas forcément les bonnes. Donc un VPN, c'est tout simple. En fait, c'est un tunnel, donc un tunnel virtuel qui est créé donc entre votre machine, un serveur donc VPN et le site web vers lequel vous voulez aller. Dans ce tunnel, donc, que vous pouvez voir à l'écran, hein, le petit tube là, les données vont donc être chiffrées. On est donc ce qu'on appelle sur du chiffrement de canal. En fait, le canal, vous pouvez l'imaginer en fait comme une route sur lequel transitent vos données, donc, et vos données sont les petites voitures. Et ben en fait, imaginez que quand on chiffre par exemple le canal, c'est comme si on mettait un tunnel par-dessus vraiment la route. Et donc du coup, vous pouvez plus voir ce qui transite dans ce tunnel parce que c'est complètement caché, c'est complètement chiffré en l'occurrence d'un point de vue informatique. Et donc ce que va permettre donc ce tunnel via un réseau VPN, c'est donc de délocaliser donc du coup de chiffrer et de cacher toutes vos données entre votre machine, le serveur VPN et le site vers lequel vous allez, et vous permettre aussi de vous géolocaliser virtuellement évidemment votre IP en prenant donc l'IP du serveur VPN. Donc en fait, ce que verra Google, par exemple, si vous allez sur le site web Google, ça sera l'IP. Donc l'IP, pour ceux qui ne savent pas, donc c'est l'adresse virtuelle d'un serveur ou d'une machine qui permet de l'identifier sur Internet, pardon. Donc du coup, ce sera l'IP du serveur VPN que verra le site et pas la vôtre. Donc effectivement, ça vous permettra de cacher votre IP de cette manière-là. Mais ce que j'aimerais démystifier un petit peu ici, c'est que certes, un VPN va vous permettre donc de chiffrer vos données et de cacher votre IP via le serveur VPN, sauf qu'aujourd'hui, en fait, vos données sont déjà chiffrées. Sur la plupart des sites, maintenant, ils sont tous en ce qu'on appelle en HTTPS, donc déjà tous chiffrés, et donc déjà vos données sont déjà protégées de ce point de vue-là. Il y a seulement juste la partie, on va dire, donc de cacher en fait votre IP qui n'est pas faite de manière classique. Et en fait, ça, j'ai envie de vous dire, à moins que vous soyez vraiment ultra paranoïaque de votre fournisseur d'accès Internet, vous ayez vraiment peur d'Orange, Bouygues, SFR ou j'en passe, en fait, ça sert à rien juste d'utiliser un VPN juste pour ça, en fait. Parce que, en fait, vous faites juste que reporter la responsabilité de qui peut voir votre IP de votre fournisseur d'accès à, en fait, le fournisseur VPN. Donc après, c'est à vous de décider en qui vous avez le plus confiance. Est-ce que vous avez plus confiance entre votre fournisseur d'accès ou le fournisseur VPN? Sachant que les fournisseurs de VPN sont quand même, pour beaucoup, il y a eu pas mal de scandales comme quoi beaucoup se disaient qu'ils ne vendaient surtout pas vos données, ils ne conservaient rien, mais au final, ils gardaient tout et ils vendaient une bonne partie pour gagner de l'argent. Donc à vous de voir. Par contre, une très très bonne utilisation d'un VPN, c'est lorsque vous êtes sur un réseau dit non protégé. Et donc ça va être tous les réseaux, notamment Wi-Fi, publics, qui sont accessibles absolument par tout le monde. Donc là, ce soit les réseaux donc du coup dans le train, à l'hôtel, même dans la rue, dans le restaurant ou dans les restaurants ou quoi. Là-dessus, je vous conseille vraiment. Du coup, là, c'est vraiment une très bonne utilisation d'un VPN dans ces cas-là. Parce que du coup, vous allez vraiment cacher toutes vos données, les chiffrer, et donc un hacker qui serait potentiellement sur un réseau public ne pourra pas voir ce que vous faites,
et donc ne pourra pas vous pirater facilement, ou en tout cas beaucoup plus difficilement. Donc en solution que je peux vous proposer comme ça à la volée, donc il y a tout un tas de solutions grand public, hein, que vous pouvez prendre, mais je peux vous en conseiller en tout cas 2 qui sont beaucoup plus qui font beaucoup plus attention à vos données privées et qui en tout cas ont vraiment comme priorité de protéger vos données. C'est ProtonVPN, donc une solution que j'utilise un petit peu, qui est gratuite pour des utilisations, on va dire, classiques avec un débit limité. Et vous avez aussi Mullvad, alors que je connais moins, c'est la petite taupe à droite là, je connais moins, mais qui aussi est en tout cas un bon niveau de sécurité, en tout cas a été analysé comme avec un bon niveau de sécurité. Donc en fait, ça, c'est des informations notamment que j'ai récupérées d'un site qui répertorie tout un tas de solutions, de fournisseurs, d'outils qui ont vraiment à cœur la protection de vos données, et que je vous parlerai donc à la toute fin, je vous donnerai le lien. Donc ça vient de ça. Et aussi, pour les plus geeks d'entre vous, vous pouvez aussi auto-héberger votre propre serveur VPN, donc soit sur un petit serveur à la maison, ou sur un VPS. Donc c'est un VPS, en fait, c'est un serveur privé en ligne qui est hébergé sur un cloud, et sur lequel du coup vous pourrez installer votre propre solution VPN que vous contrôlez complètement, en l'occurrence. Donc voilà. On va passer maintenant donc à la partie sécurisation des emails. Donc comment sécuriser vos emails et surtout pourquoi? Donc sécuriser vos emails, donc le protocole, le standard aujourd'hui, c'est PGP, donc pour Pretty Good Privacy, qui se traduirait en français par très bonne confidentialité, quelque chose un peu comme ça. En fait, c'est un protocole qui, donc à la différence de ce qu'on a vu un petit peu avant avec HTTPS et les VPN, en fait, va venir chiffrer en fait la donnée plutôt que le canal sur lequel transitent vos données. Pour refaire une métaphore par rapport à ce qu'on disait avant avec le VPN, ici, plutôt que de cacher les voitures avec un tunnel, en fait ici, c'est imaginer que donc on voit les voitures, mais qu'on va venir teinter en fait tout en noir toutes les vitres de la voiture. Du coup, vous voyez qu'il y a des voitures qui transitent, mais vous voyez pas du tout qui y a dedans ou ce qu'il y a dedans. Le principe de PGP et du chiffrement de la donnée, en tout cas, c'est un peu ce principe-là, quoi. C'est qu'on va chiffrer la donnée, mais vous allez voir qu'il y a des choses qui transitent, mais vous n'allez pas savoir du tout ce qu'il y a dedans. Et c'est l'idée. Il y a plusieurs fournisseurs qui aujourd'hui proposent donc cette solution par défaut, dont notamment ProtonMail, ou en dessous, si on peut voir que j'ai mis Tutanota, qui propose vraiment par défaut, vous pouvez chiffrer vos emails très facilement via la solution PGP. Il est aussi possible d'utiliser PGP, donc notamment avec des solutions grand public comme Gmail ou Outlook, qui par contre ne proposent pas cette solution par défaut. Donc il faudra vraiment passer par un logiciel externe à rajouter à votre navigateur et à votre PC. Et il y aura quelques configurations à faire, mais c'est faisable. Vous pouvez aussi utiliser PGP de cette manière-là. Donc du coup, en quelques solutions là rapidement, donc ProtonMail et Tutanota, qui sont 2 solutions avec des offres gratuites qui permettent d'utiliser, si vous voulez une solution d'email alternative, vous pouvez utiliser ça. Pas forcément comme email principal au début, mais pourquoi pas comme second email, qui sont très bien. Et vous avez aussi évidemment des solutions payantes qui proposent beaucoup plus de services, mais vous pouvez utiliser les versions gratuites qui suffisent largement. Et puis enfin, évidemment, du coup, vous pouvez utiliser donc votre propre solution PGP avec un petit logiciel, vous configurez la solution, et puis vous pouvez chiffrer vos mails ou vos pièces jointes directement via PGP. Voilà. Passer maintenant donc aux messageries chiffrées. Donc là, on va aller assez vite, parce qu'il n'y a pas beaucoup à dire. Mais surtout pour vous dire que, en fait, utiliser des messageries chiffrées, simplement parce qu'aujourd'hui, en fait, les SMS ne sont pas chiffrés. C'est-à-dire que si un hacker, alors il faut quand même qu'il ait un peu de matériel, du matériel radio surtout, se met dans la rue avec du matériel radio qui convient bien, il peut venir intercepter tous les messages qui transitent dans l'air, et donc voir ce que vous envoyez si vous envoyez des SMS. Ça, c'est possible aujourd'hui. Et ça a été fait à maintes reprises. Donc, utilisez des messageries chiffrées, qui de toute façon en plus du coup passent par internet et du coup protègent du coup complètement vos messages. Je ne peux que vous conseiller d'utiliser des alternatives à WhatsApp.
Je sais que WhatsApp est très 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 populaire. C'est de toute façon la première messagerie aujourd'hui dans le monde. Cependant, il y a eu plusieurs démonstrations, enfin plusieurs études qui ont montré que il y a eu beaucoup de scandales en tout cas sur l'utilisation des données, des messages de WhatsApp. Alors pas des données en tant que telles de vos messages, mais en fait sur l'utilisation donc ce qu'on appelle des métadonnées. Pour vous expliquer très rapidement ce que sont les métadonnées, en fait, c'est ce qui va venir caractériser un message que vous envoyez ou un appel, par exemple. Et dans les métadonnées, par exemple, on va retrouver l'heure à laquelle vous avez envoyé un message, la durée de l'appel, par exemple, si vous faites un appel, depuis où est-ce que vous avez envoyé votre message ou votre appel. Et tout un tas d'autres petites métadonnées. Et en fait, toutes ces métadonnées, si on les regroupe ensemble et qu'on les analyse toutes entre elles, eh ben, on peut commencer à créer une sorte de profil de l'utilisateur et savoir où il vit, les horaires auxquels il sort, il travaille, il parle aux gens. Ça peut permettre d'avoir beaucoup d'informations en fait sur une personne. Il y a 2 solutions aujourd'hui que je vous conseille. Telegram, qui est une solution très populaire aussi, surtout dans l'Europe de l'Est. C'est une solution que peut-être sera un petit peu mauvais dans l'actualité dans ce moment, mais qui est une solution créée par des Russes, qui sont notamment très bons en sécurité, qui est une très bonne messagerie, quasiment plus de fonctionnalités même que WhatsApp. Gros avantage, on va dire, de Telegram, c'est qu'il n'y a pas de numéro de téléphone nécessaire lors de votre inscription. Vous pouvez juste vous inscrire via un email, je crois. Ça fait longtemps que j'ai pas regardé. Mais très bonne solution. Un petit peu moins réputé, sécurisé d'un point de vue open source, puisqu'en fait, une grande partie de l'application est open source, sauf vraiment le cœur de l'application, qui est donc le protocole de chiffrement et toute la partie vraiment gestion de la donnée. Ça n'est pas du tout open source, donc d'un point de vue, on va dire, sécurité, c'est moins bien d'avoir un algorithme propriétaire. Car en général, si vous utilisez un algorithme, si votre algorithme est open source, c'est que normalement il est censé être très bon, puisque vous êtes OK pour montrer le code. C'est que du coup votre algorithme est suffisamment bon sans avoir envoyé le code, quoi. Donc Telegram, et sinon je ne peux que vous conseiller d'utiliser Signal, qui pour le coup lui nécessite un numéro de téléphone à l'enregistrement, mais qui notamment utilise le même protocole de chiffrement que WhatsApp, qui a été prouvé à de moins de fois qu'il était très sécurisé. Signal, c'est complètement open source aussi. Donc pour le coup, c'est très bien. Il a connu aussi un grand pic de popularité après les scandales de WhatsApp. Donc une très très bonne solution. Et en plus de ça, si vous êtes sur Android, vous pouvez l'utiliser comme application par défaut. Et vous pouvez envoyer aussi bien des SMS que des messages chiffrés aux personnes qui ont aussi Signal. Et vous pourrez aussi voir du coup les nouvelles personnes qui ont Signal dans votre fil de conversation en fait. Dès qu'une personne a Signal, vous aurez un petit message vous disant un tel a Signal. Donc ça peut être sympa aussi pour discuter avec des gens aussi qui du coup ont Signal, et même si vous le savez pas. Voilà. On va donc passer maintenant au dernier point de cette partie 2. Vous parlez donc de Tor, qui signifie donc the onion router, ou du coup le routage le routage oignon en français. Alors en fait, qu'est-ce que c'est du coup Tor, et pourquoi l'utiliser? Tor en fait c'est donc un réseau open source complètement décentralisé et qui est en fait géré en grande partie par la communauté du réseau Tor. Donc en fait, c'est pas un réseau classique comme vous avez par exemple avec Orange, Bouygues, qui ont une grosse infrastructure qui est gérée complètement par eux. Ici, en fait, c'est chaque personne peut avoir un petit serveur à la maison qui va servir de relais. Et donc, lorsque vous allez utiliser donc le réseau Tor, vous allez passer par tout un tas de petits serveurs mis en place par les utilisateurs du service, et qui vont permettre du coup de complètement, qui vont permettre de grandement augmenter la difficulté, en tout cas à vous tracer et à tracer votre navigation sur le réseau Tor. Et donc, comme c'est dit en troisième point, donc chaque serveur relaie le trafic Tor à un autre serveur jusqu'à atteindre la cible. Qu'est-ce que ça permet donc au Tor? Ça permet donc notamment de cacher votre vraie IP. Ça va aussi permettre d'éviter à qui que ce soit de voir ce que vous faites sur votre réseau. Si vous utilisez le réseau Tor, vous êtes du coup aussi protégé de ça. Ça va cacher votre vraie localisation. Ça va aussi donc bloquer ce qu'on appelle le fingerprinting,
Fingerprinting, qu'est-ce que c'est en fait? C'est toutes les données de navigation globalement qui vont un peu ça va être un peu comme un profil de vous-même, en fait. Donc ça va voir les types de sites sur lesquels vous avez, quel genre de choses vous aimez bien. Ça va vraiment en fait créer un profil de vous-même, quoi. C'est un peu ça. Et c'est en fait c'est toutes les traces que vous allez laisser sur Internet. Bah, c'est ce qu'on appelle le fingerprinting. Vous pouvez le voir comme ça. Ça aussi vous permet de vous protéger donc de ce qu'on appelle le cross-site correlation, donc la corrélation entre les différents sites. Donc lorsque vous allez naviguer d'un site à l'autre, il y a des données qui sont transmises pour vous dire, un tel, vous venez de Facebook, vous allez sur YouTube, du coup sur YouTube il aime bien ce genre de vidéo, du coup il aimera peut-être bien ce genre de produit. Ça va être un peu ça notamment, le cross-site correlation. Donc ce qui veut dire que là dans ce cas-là, à chaque fois que vous allez arriver sur un site, c'est comme si vous veniez de nulle part et que vous aviez absolument aucun profil. Vous êtes vraiment comme un tout nouvel utilisateur, quoi. Ça va permettre aussi d'isoler donc les cookies et les différents scripts. Ça va ne rien écrire du tout sur le disque, donc ça ne laisse aucune trace sur la machine et aucune donnée de navigation. Alors là, on va faire assez rapidement. En gros, là, c'est un petit schéma présenté par le projet Tor et qui vous montre qu'en gros, si vous utilisez ni Tor ni HTTPS, bon, aujourd'hui, quasiment tous les sites utilisent HTTPS, mais ce n'était pas forcément le cas il y a encore quelques années. Et donc en gros, ça démontre que si vous allez sur un site, le hacker qui est sur votre réseau, les personnes qui sont derrière votre fournisseur d'accès, la NSA ou n'importe quel organisme de renseignement, peut en gros voir tout ce que vous faites sur Internet. C'est un peu ça l'idée. Et qu'en gros, si vous utilisez Tor et HTTPS, ça va permettre donc de cacher tout un tas d'informations, donc notamment le site vers lequel vous avez, toutes les données donc d'utilisation, donc notamment vos logins, mots de passe, la localisation et quel type de protocole vous utilisez. Et donc en fait, ce qu'on va voir, c'est que sur Internet, sur quasiment 80% de votre navigation, en fait, les personnes qui vont venir espionner ce qui se passe ne pourront en fait que voir que vous utilisez donc le protocole Tor et d'où vous venez. Et c'est à peu près tout. Et ensuite, les relais, donc ce que je vous disais, donc là, les différents relais de la communauté, eux vont voir que des informations partielles. Par exemple, le premier relais ne va voir que vous utilisez uniquement le réseau Tor et d'où vous venez. Le second relais verra que vous utilisez le réseau Tor. Et enfin, le dernier relais, donc le relais de sortie, lui verra que vous utilisez le réseau Tor et que vous voulez aller vers le site.com. Et ainsi de suite, jusqu'à arriver au site. Bon, et évidemment, si le site décide de vendre vos données, elle pourra toujours le faire, mais il ne saura pas la location d'où vous venez. C'est déjà ça. Donc voilà une brève petite présentation de ce qu'est Tor. Juste un point aussi sur Tor. Donc ça peut être une très bonne solution si vous voulez donc naviguer de manière vraiment beaucoup plus privée et sécurisée. Le seul désavantage, c'est que Tor, c'est très lent. C'est très très lent, surtout si vous avez activé le niveau de sécurité le plus haut. C'est le gros désavantage de Tor. Mais si vraiment vous voulez vraiment vous protéger, utilisez Tor plutôt. Et par contre, n'utilisez surtout pas Tor en plus d'un VPN, car en fait, ça viendrait complètement supplanter le propre même de Tor. Donc, utilisez un VPN à la limite ou Tor, mais pas les deux. Voilà. Maintenant, donc, attaquer donc la troisième partie, donc sécuriser votre navigateur web. Pour cela, donc, on va voir donc quatre points. Donc, les navigateurs et HTTPS, les moteurs de recherche, l'authentification donc à multifacteur et les coffres-forts de mots de passe. Alors, ici donc je vais vous présenter en fait les quelques points clés en fait pour bien choisir votre navigateur et avoir un bon navigateur bien sécurisé. Les critères de choix, déjà, ça va être ce que propose le navigateur en lui-même en termes de sécurité par défaut. Est-ce que justement, il va permettre de supprimer toutes vos traces sur Internet, donc ce qu'on a vu justement avant, le fingerprinting, sa gestion des cookies, est-ce qu'il va permettre de bloquer certains types de cookies ou que les sites ne peuvent vraiment pas obtenir certains cookies? Est-ce qu'il active HTTPS par défaut? Est-ce qu'il y a un bloqueur de pub et tout un tas d'autres petites solutions de sécurité? Ensuite, regardez aussi, ça c'est très important, de quelle manière le navigateur est financé. Est-ce que c'est un grand groupe qui gère le navigateur? Est-ce que c'est géré par la communauté via des dons? Est-ce que c'est financé que par des pubs ou d'autres trucs? Ça peut être très important pour savoir si l'entreprise vous veut uniquement de l'argent ou a vraiment à cœur de vous protéger.
Évitez des navigateurs qui proposent beaucoup de fonctionnalités, surtout qui ne sont pas forcément nécessaires à la navigation. Je sais qu'il y a notamment 2 navigateurs, Vivaldi et Opera, qui proposent plein de petites options. Vous pouvez avoir les réseaux sociaux intégrés, vous avez même des jeux, vous avez les messageries qui sont directement intégrées. Alors c'est très pratique, mais en général c'est pas très bon, et en plus ça augmente la probabilité de vous faire attaquer sur ce genre de fonctionnalité, donc évitez. évitez. Et enfin, si possible, essayez de privilégier des solutions open source. Donc là, du coup, je vous en ai mis 3 là. Firefox, donc qui est un peu la solution la plus prisée en général par les gens qui veulent se protéger au mieux. C'est complètement open source, il y a une bonne sécurité par défaut, et c'est multiplateforme. Si vous êtes beaucoup plus et que vous pouvez pas vous détacher des solutions Chrome, vous avez Brave, qui est donc basé sur la solution open source de Google Chrome, donc qui s'appelle Chromium, qui propose aussi de très bonnes solutions de sécurité, c'est multiplateforme. Franchement, c'est pas mal. Si vous vraiment pouvez pas sortir de Chrome, Brave c'est une très bonne alternative. Et enfin, évidemment, si vous êtes sur Apple, sur macOS, vous avez Safari, qui est une bonne solution aussi. C'est propriétaire, par contre, évidemment. Une bonne solution de sécurité, et pour le coup, Apple commence de plus en plus à être quand même bien avec un bon focus, en tout cas, sur la sécurité et la confidentialité. Donc, ça peut être aussi une bonne alternative si vous utilisez macOS. Maintenant, on va attaquer donc les moteurs de recherche. Donc, comment les choisir, pareil. Donc, privilégiez évidemment donc un moteur de recherche donc qui va permettre donc qui ne conservera pas vos données, qui ne tracera pas votre navigation sur Internet, qui propose évidemment des bons résultats, des résultats cohérents. Préférez aussi un moteur de recherche qui est basé dans un pays de confiance. C'est assez important et vous verrez pourquoi. Et aussi donc pareil, même principe que pour les navigateurs, regardez aussi comment est-ce que ces moteurs de recherche sont financés. Parce que c'est notamment comme ça que Google se fait beaucoup d'argent, c'est via son moteur de recherche. Donc pareil, est-ce que c'est une grande entreprise, est-ce que c'est par des dons, par des pubs ou par vos données, chose que je n'ai pas écrite, mais par vos données. Donc pour ça, il y a plusieurs solutions. Alors je ne vais pas toutes vous les présenter là comme ça, mais je peux vous en donner, mais je peux vous parler juste de 3 là vite fait. DuckDuckGo, c'est la solution la plus utilisée, je pense aujourd'hui dans le monde, pour les gens qui veulent être un peu plus protégés au niveau de leurs données de recherche. Par contre, c'est basé aux États-Unis, et les résultats de recherche sont indexés sur ceux de Bing et de Yandex. Donc Bing étant un moteur de recherche américain et Yandex russe. Vous avez une solution française qui s'appelle Qwant, complètement basée en France, complètement qui est basé sur aucune autre moteur de recherche. Gros problème de Qwant, c'est que les résultats sont très mauvais, je trouve. Très mauvais. Même j'ai même encore utilisé récemment et c'est vraiment pas très bon. Donc je peux pas vraiment vous le conseiller, sauf si vous voulez vraiment être 100% français, mais sinon je vous le déconseille assez fortement. Et sinon, une bonne solution aussi, c'est Brave Search, donc le moteur de recherche créé par le navigateur web Brave, basé aussi aux États-Unis, bonne protection des données. Les résultats sont très bons aussi. Et ils ont aussi leur propre moyen d'indexation, donc qui leur est propre. Ils sont donc aussi pas basés sur un autre moteur de recherche, donc qui est vraiment pas mal. Je ne peux que vous le conseiller, celui-là aussi. On va passer donc à la partie multifacteur. Donc je vais déjà présenter rapidement donc qu'est-ce que le MFA, même si je pense que vous devez un peu savoir ce que c'est pour beaucoup déjà. En fait, le MFA, donc c'est quoi? Donc c'est pour multifacteur authentification. C'est en fait c'est quelque chose qui va nécessiter du coup une information supplémentaire afin de vous connecter. Donc ce facteur supplémentaire, ça peut être 3 choses. Quelque chose donc que vous savez, donc un mot de passe. Donc ça, c'est ce que vous utilisez en permanence pour vous connecter. Et après, on va rajouter par exemple quelque chose que l'on possède. Donc ça peut être une smart card, ça peut être un token d'authentification, ça peut être alors là une YubiKey, donc c'est une petite clé USB que vous connectez à votre PC et qui va contenir un certificat et qui va permettre d'authentifier que c'est bien vous. Ou un code TOTP, donc ça c'est la solution qui est la plus utilisée en ce moment. C'est donc le code TOTP, donc c'est le time, je sais plus exactement, mais en gros c'est un mot de passe qui va se générer automatiquement toutes les 30 secondes pour beaucoup, et qui va donc avoir un délai d'expiration, et qu'on va vous demander donc sur beaucoup de sites maintenant, en plus de votre mot de passe. Et enfin, la troisième solution aussi que vous connaissez beaucoup, vous utilisez probablement même sans vous en rendre compte, c'est la biométrie.
Donc c'est soit le scanner d'empreintes digitales ou la reconnaissance faciale, aujourd'hui aussi proposée donc sur les téléphones ou les tablettes. Et même les PC portables aussi pour certains. Donc c'est ça en fait aujourd'hui le MFA. Et donc pourquoi l'utiliser? Donc ça va vous protéger donc des attaques classiques, des hackers par brute force au dictionnaire classique. Donc ils auront plus seulement à trouver votre mot de passe pour se connecter sur les sites ou sur les comptes que vous possédez, mais il leur faudra aussi en plus arriver à récupérer le second facteur. Et ça peut être compliqué. Ça peut être très compliqué. Et donc du coup, ça vous protège évidemment donc d'un accès malveillant à votre compte, puisqu'il faudra évidemment donc les deux facteurs pour se connecter proprement. Donc là, je peux vous proposer donc quelques solutions, donc notamment une application donc TOTP donc, qui gère des codes temporaires, qui est Toti. Donc c'est une application qui est disponible sur toutes les plateformes, même sur PC, je crois. Elle est aussi disponible. C'est complètement open source, ça permet donc du coup de synchroniser vos codes et de facilement y avoir accès. Donc sinon une smart card, vous avez peut-être ça en entreprise, moi je sais qu'en tout cas c'est le cas. Donc c'est une carte physique en fait que vous branchez sur votre ordinateur et qui vous permet de vous identifier en plus de votre mot de passe. Et donc du coup la YubiKey, donc, qui est aussi un token physique que vous branchez aussi à votre ordinateur et qui vous permet de vous connecter en plus de votre mot de passe et qui peut aussi parfois proposer la biométrie. Ensuite, donc les coffres-forts de mots de passe. Donc qu'est-ce que c'est? Donc en fait, c'est tout simplement un espace dans lequel vous allez pouvoir stocker, créer, modifier des mots de passe en fait de manière complètement sécurisée. Le gros avantage de ça, c'est que vous avez qu'un seul mot de passe fort à retenir, plutôt que d'en avoir, je sais pas maintenant aujourd'hui, il y a tellement de sites, vous avez peut-être une cinquantaine de sites sur lesquels vous allez. Plutôt que d'avoir 50 fois le même mot de passe ou une itération du mot de passe que vous utilisez partout, là vous en avez qu'un seul très fort à retenir, et ensuite vous pouvez en créer plein de mots de passe via le coffre-fort qui seront très très forts et impossible à déchiffrer ou en tout cas très difficile. L'avantage de ça, c'est que pour beaucoup maintenant c'est assez facile d'accès depuis un navigateur. Il y a pas mal d'extensions qui permettent de facilement vous identifier. Donc voilà, ça vous permet d'éviter de retenir à utiliser plusieurs fois le même mot de passe. Et aussi, il y en a beaucoup qui le font ça maintenant. Ça vous alerte aussi si vos mots de passe ont été donc leak ou s'ils ont fuité, donc en français, au cours d'une attaque. Donc là, si je peux vous en proposer, je vais vous en parler vite fait de deux, parce que le temps avance vite. Donc c'est Bitwarden, qui est complètement open source, multiplateforme. Vous pouvez aussi l'héberger vous-même sur un serveur. Ça vous permet de synchroniser vos mots de passe donc en ligne, et vous avez aussi une extension par navigateur qui vous permet donc très facilement de vous identifier un peu partout. Et une solution que j'ai découvert assez récemment aussi, lorsque j'ai fait cette présentation, c'est l'espace. C'est très intéressant. C'est une solution en fait qui va vous permettre en fait de ne retenir donc pareil qu'un seul mot de passe, et pour laquelle en fait lorsque vous allez aller sur ce site, vous allez donc rentrer donc l'adresse du site vers lequel vous voulez aller, votre nom d'utilisateur, vous allez renseigner votre mot de passe principal, et ça va vous régénérer votre mot de passe pour ce site. Et en fait, il faudra toujours renseigner les mêmes informations pour les sites vers lesquels vous voulez aller, et ça vous générera toujours le même mot de passe. Donc comme ça vous permet de retenir donc qu'un seul mot de passe, votre nom d'utilisateur et le site sur lequel vous voulez aller. Et ça vous générera toujours la même chose. Donc ça, c'est pratique si vous voulez rien installer, et en plus, vous pouvez même y accéder hors ligne, donc c'est très pratique. Franchement, c'est une solution assez intéressante à étudier. On va passer maintenant sur la partie sécurisation de votre identité. Alors, ici, donc, on va reparler donc des emails, des identités alternatives et quelques bonnes pratiques. Alors, ici, donc, pourquoi utiliser je vais vous parler donc de pourquoi utiliser donc différents emails. Notamment, déjà, ça vous permet donc de sectoriser vos activités et de ne pas mélanger notamment le personnel et le professionnel. Vous pouvez donc du coup avoir pareil un email pour tout ce qui est réseaux sociaux, un email vraiment pour le perso, pour discuter avec vos proches, puis un email par exemple, je sais pas, pour tous vos achats en ligne. Ça vous permet vraiment de sectoriser tout ça, et que si jamais vous avez un problème sur un compte, je sais pas, par exemple uniquement réseaux sociaux, au moins vous êtes sûr que ça va pas impacter aussi potentiellement un compte, votre compte bancaire par exemple, qui utiliserait une adresse email différente. Donc ça, c'est l'un des gros points. Vous avez aussi la possibilité donc du coup d'utiliser ce qu'on appelle des alias. Donc en fait, vous allez utiliser donc le même email mais avec un nom un peu différent. Et en fait, l'avantage de ça, c'est que ça vous permet donc d'utiliser des emails différents sur le réseau, sur les sites. Mais du coup, tous les emails vont être redirigés du coup sur le même compte. Donc vous vous retrouvez tout au même endroit. Donc ce qui est pratique.
Du coup, l'avantage de ça, c'est que c'est aussi plus difficile de tracer votre navigation en ligne, parce que si vous avez plusieurs emails, c'est plus compliqué pour un hacker de retracer exactement qui vous êtes et de voir tout ce qui est en lien avec vous. Donc voilà, donc le même point, donc plus difficile donc de corréler vos actions en ligne et de créer votre profil commercial numérique. Pareil, donc ça c'est plus pour tout ce qui est Google et Microsoft. Et oui, et le gros point que j'ai mis en rouge, c'est surtout n'utilisez pas votre mail pro pour vos activités perso. Ça, je sais qu'on vous l'a sûrement déjà martelé en entreprise, mais je vous le redis là, parce qu'il y a toujours des gens qui le font, qui me l'ont même encore dit il y a peu de temps. Donc surtout ne faites pas ça en fait, parce que ça peut vous créer vraiment de gros problèmes à vous et à votre entreprise. Et ça peut créer de gros soucis. Voilà. Deuxième point, donc, c'est utiliser des identités alternatives. Alors, je vous demande pas de vous créer des fausses identités, des fausses cartes d'identité ou quoi que ce soit. Juste d'utiliser, donc, plutôt que de mettre votre nom et prénom sur des sites qui n'ont pas besoin de connaître votre vraie identité, vous créez une autre identité. Alors, vous le faites peut-être déjà, mais essayez de pousser vraiment le truc à fond. Et en ayant une adresse email différente, donc vraiment un nom et un prénom différents, une date de naissance qui se rapproche pas trop de la vôtre non plus, vraiment pour vraiment brouiller complètement les pistes et éviter que les sites vraiment arrivent à vous identifier de manière facile et de créer des liens entre toute votre activité en ligne. Et donc du coup voilà. Et donc les seuls endroits où vraiment vous devez utiliser votre identité réelle, c'est évidemment les sites qui nécessitent vraiment, donc les sites bancaires, gouvernement, la santé, tout ça. Mais ça, je pense que vous l'aurez déjà bien compris. Donc il y a quelques solutions notamment pour créer des emails temporaires aussi. Donc là, je vous ai mis 2-3 liens, là, Tempmail et tempmail.com, qui peuvent être intéressants. Voilà, si vous voulez vous inscrire sur un petit site et vous n'avez pas envie de donner votre vrai email ou même un autre email que vous avez créé avant et que vous voulez tester, vous pouvez utiliser ça. Et enfin, quelques bonnes pratiques que je peux vous donner comme ça un petit peu en vrac. Donc c'est déjà de ne pas enregistrer vos données bancaires sur tous les sites. Ça peut paraître bête, c'est vrai que c'est des fois un peu dérangeant quand vous faites des achats, mais évitez d'enregistrer vos données bancaires. Parce que si jamais il y a une fuite de données, vos données bancaires partent avec. Et donc ça, surtout ne le faites pas. Mais justement pour ça, vous pouvez utiliser notamment des cartes bancaires virtuelles. Certaines banques le proposent, notamment les néobanques en ce moment, donc les banques en ligne. Il y a pas mal de banques maintenant qui proposent ça. Donc de créer une carte donc, du coup virtuelle à usage unique qui vous permet du coup de faire vos achats ou même vous pouvez même pour certains spécifier le montant maximum qu'utilisable via cette carte. Donc ça peut vraiment être intéressant. Donc du coup, comme ce qui rejoint la même chose qu'avant, ne vous enregistrez pas avec les mêmes informations sur tous les sites. Et aussi, point important, sur les réseaux sociaux, alors je crois que maintenant ça se fait bien directement via les réseaux sociaux, mais si possible, si vous partagez des photos surtout, supprimez les données qu'on appelle EXIF. Vous avez des petits logiciels pour ça, assez facilement, ou vous pouvez même décocher l'option sur vos téléphones. En fait, c'est ce qu'on appelle, c'est des données en fait qui sont liées à vos photos et qui contiennent notamment la localisation, donc où est-ce que vous avez pris vos photos, l'heure et par exemple l'appareil photo utilisé et toutes les informations qui concernent l'appareil qui a pris la photo. Et donc ça, pour vous retrouver en ligne ou quoi que ce soit, ça peut être très dangereux, donc faites attention à ça quand vous partagez des photos. Enfin, on va donc terminer avec sécuriser vos données. Donc là, je vais vous présenter 2 points, donc les hébergeurs cloud et chiffrer vos fichiers et dossiers importants. Donc là, rapidement, pour comment choisir votre hébergeur de données, essayez de favoriser donc un hébergeur français ou dans des pays de confiance ou en tout cas qui sont quand même plus réputés pour protéger les données, notamment la Suisse et les Pays-Bas. Ça c'est bien. Privilégier quelque chose d'open source, encore une fois, si possible. Vous pouvez aussi voir pour des solutions que vous pouvez héberger vous-même à la maison. Ça c'est bien, il y en a pas mal qui existent, donc notamment Nextcloud que j'ai mis juste en dessous. Aussi, prenez des solutions qui proposent le chiffrement par défaut. C'est pas forcément le cas de tous. Ça peut vous paraître étonnant, mais il y a des solutions qui ne proposent pas le chiffrement par défaut. Utilisez évidemment le MFA. Des hébergeurs qui du coup ne consultent pas vos données. Parce que notamment j'ai vu que c'est récemment qu'il y avait Dropbox notamment qui s'amusait à consulter vos fichiers. En fait, c'est un algorithme en fait qui va venir consulter tous vos fichiers afin de mieux les catégoriser. Alors c'est pratique, mais du coup ça veut dire que toutes vos données sont visibles par l'hébergeur. Donc à vous de voir. Et enfin, du coup, vous pouvez utiliser notamment un outil qui s'appelle Cryptomator. Alors il y en a d'autres et qui en fait va permettre donc de créer des petits packages de vos données, de les chiffrer
et directement donc de les uploader sur un service cloud de votre choix. Donc ça peut vous permettre de rester chez du Google, chez du Dropbox, chez du Apple, chez tout ça, mais du coup de stocker vos données, mais au moins vous les chiffrez. Comme ça, ça vous fait de l'espace de stockage et vous êtes sûr que vos données sont pas accessibles. Donc voilà, et donc 2-3 solutions que je vous ai proposées qui sont notamment gratuites pour une grande partie, donc Mega, Nextcloud et Philen. Voilà. On va aller assez vite. Enfin, donc, chiffrez vos fichiers, pardon. Donc, à la différence donc, de chiffrer votre disque, donc là, un petit peu différent. Donc, pourquoi? Bah, encore une fois, hein, pour protéger l'intégrité et la confidentialité de toutes vos données, vos informations et vos fichiers importants. Ça empêchera évidemment donc des parties tierces et hackers de consulter vos informations en ligne, donc comme on l'a vu un petit peu avant avec les hébergeurs. Et en cas d'attaque, encore une fois, donc vos informations ne seront pas accessibles. Il y a plein de solutions qui existent, donc notamment VeraCrypt, qui est l'une des plus connues, qui permet de créer des petits volumes, des petits dossiers en fait, chiffrés aussi encore une fois, qui est une très bonne solution, très sécurisée. Et gratuite. Cryptomator, c'est pareil, un peu le même principe, mais en un peu plus facile d'accès. 7zip aussi, je n'étais pas au courant, mais qui permet donc de chiffrer facilement aussi vos archives. Et enfin, la solution aussi PGP, que je vous ai présenté un petit peu avant pour les emails notamment. Voilà, on arrive à la fin de cette présentation. Je ne sais pas si vous arrivez que maintenant ou si vous n'avez rien suivi d'avant. Je peux vous donner donc 4 grands points vraiment à retenir. Utiliser un coffre-fort de mot de passe. Ça, c'est super important, je trouve. Ça permet vraiment de stocker tous vos mots de passe, d'éviter d'utiliser le mot de passe, le même mot de passe partout. Utilisez le MFA partout. Maintenant, quasiment tous les sites le proposent. Enfin, en tout cas, tous les gros sites le proposent. Utilisez-le partout. C'est facile à installer, à mettre en place. Et ça vous protégera à de nombreuses fois. Utilisez des messageries et des services d'email chiffrés et sécurisés. Franchement, il y en a plein et c'est gratuit. Et aussi un truc un peu bête, mais partagez sur les réseaux sociaux ou même sur Internet que ce qui est nécessaire. Parce qu'il y a un adage qui se dit souvent sur Internet, c'est que tout ce qui est sur Internet est public et le restera. Et c'est complètement vrai, je pense. Donc franchement, si vous voulez éviter de partager des trucs un peu importants ou un peu perso, évitez. Ça sera mieux et je pense que vous en serez content. Puis enfin, donc du coup, si vous voulez en savoir un peu plus, je vous invite à aller sur le site privacytool.io. C'est un super site qui répertorie donc tout un tas d'outils, d'hébergeurs, de solutions vraiment qui ont à cœur de vous protéger en ligne et protéger vos données et tout ça. Il y aura un peu plus de choses que ce que je vous ai présenté là aujourd'hui. J'aurais pu parler notamment donc des systèmes d'exploitation, du DNS, de tout un tas de trucs, mais on n'aurait pas eu le temps déjà parce qu'on arrive à la fin de cette présentation. Mais je vous invite fortement à aller voir ce site, qui est vraiment une super source d'infos. Merci, bonne soirée.